comme la semaine dernière, nous avons commencé la tournée de nos comités, et notamment du comité de la santé, qui est présidé par Alain Lampron, qui est un ancien, on va dire, gestionnaire, administrateur dans différents postes, qui a donc plus de 30 ans d'expérience et qui a bien voulu se mouiller, j'allais dire, mettre les mains dans le cambouis pour travailler, parce que c'est un travail obscur, bénévole, difficile, mais il a réussi ça avec beaucoup d'efficacité. Alors on en a parlé la semaine dernière, comment c'est né. On a beaucoup parlé aussi du défaut de fonctionnement et de structure de notre très cher, très très cher ministère de la Santé. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Bonjour de nouveau, Alain Lampron, et merci de votre participation. Vous avez parlé de plus de 4000 revendications que vous avez, enfin revendications ou propositions que vous avez recueillies. Et bon, comment avez-vous fait pour sortir de tout ça l'essentiel, hein? C'est ça, c'est ça. Ouais. Écoutez, ça a été un bon défi à relever. Comme je disais, il y a 1200 personnes qui ont répondu à l'enquête. Chacune de ces personnes-là a des points de vue, des fois qui vont à l'extrême droite et des fois qui vont à l'extrême gauche. Donc, le comité santé, les 11 personnes du comité, on a dû s'approprier ce contenu-là, tenter de dégager de ça l'essentiel de ce qui nous apparaissait comme des préoccupations qui feraient l'unanimité au niveau des membres. Le comité en aurait sorti 40. De ça, on en a priorisé 11 préoccupations ou enjeux qu'on a adressés au conseil d'administration de l'AQDR. Le conseil d'administration de l'AQDR, le 3 décembre, a fait un exercice de priorisation. Ils ont ressorti de ça 5 enjeux sur lesquels ils nous ont demandé, le comité santé, d'élaborer des revendications et des recommandations pour tenter de corriger des choses dans le réseau. Donc, c'était un exercice exigeant, mais fort intéressant de ramener une masse d'informations en quelque chose un peu, un processus entonnoir. Et pour les gens, on ne laisse rien tomber. Toutes les recommandations qui nous sont faites, on les conserve toutes. Dans nos plans de travail des années à venir, on va tenir compte de ces revendications-là, recommandations qui nous ont fait pour s'inspirer, pour élaborer les plans de travail. Donc, quelqu'un qui a dit, ouais, mais moi, j'ai parlé, je ne sais pas, des milieux de vie sécuritaires, vous n'y avez pas touché. Non, mais attendez, dans l'année qui vient, peut-être qu'on va y toucher. Ah, OK. Alors ça, c'est intéressant. Mais quand vous parlez d'entonnoir, là, vous avez Oui, passé des nuits et des jours, non? Une veille non, impressionnante, non? non, des bonnes méthodes de travail, une grande discipline, un grand engagement, ça passe à travers tout. Mais on avait des méthodes de travail exigeantes là, en termes d'échéancier, mais qui nous permettaient de faire ces choix-là. Une démarche individuelle dans un premier temps, mise en commun de groupe, méthode de travail qui permet de faire des choix rapides sans se déchirer nos chemises sur la table. Donc, les trois éléments ont été la clé du succès OK, là-dedans. OK. Alors, pour reprendre au niveau des contenus, mais sans rentrer dans le détail, parce qu'il faudrait des journées entières, même ça serait très agréable, mais il me semble que ce que j'ai lu des travaux du comité, il me semble qu'il y a aussi quelque chose d'assez nouveau sur lequel j'aimerais avoir votre point de vue. Le citoyen québécois normal, ordinaire, moyen, comme on dit, mais il n'est pas toujours moyen et parfois supérieur, euh, est considéré au niveau de la santé le plus souvent comme quelqu'un qui est un usager. Je trouve le mot épouvantable, un peu un consommateur de services. Et ce que vous avez essayé de faire, si j'ai bien compris, confirmez-moi ou infirmez-moi, c'est vous avez essayé d'en faire un acteur
dans le développement d'un outil collectif plus performant. Est-ce que c'est ça? Ben, il est évident que la solution du futur passe par la responsabilisation de tous les citoyens envers leur santé, leur participation aux prises de décision en ce qui les concerne, mais aussi en ce qui concerne les services qui seront développés, la proximité des services, donc les services près de chez eux, dans leur communauté. Vous savez, nos membres, là, ils ont 55 ans et plus, OK? Donc, c'est des gens qui, chaque année qui va venir, va leur enlever une partie de leur autonomie. C'est des gens qui veulent demeurer à domicile. Donc, ce qui ressort de l'enquête et les recommandations qui ont été acheminées au conseil d'administration visent justement à faire en sorte que on réfléchisse dans le réseau de la santé et avec les municipalités et les groupes communautaires, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne demeure chez elle, dans sa rue, près des gens qu'elle a connus, à continuer d'utiliser les ressources qu'elle connaît alentour de chez elle. Comment ces ressources-là peuvent devenir contributives à aider au maintien à domicile. À défaut de demeurer chez elle, comment on peut faire pour éviter que les personnes s'en aillent dans des ghettos? Moi, je vais le dire avec toute la délicatesse et la robustesse que je suis capable, les personnes, quand ils vieillissent, ou qui vont dans les tours à vieux. Et les tours à vieux, on a vu ce que ça l'a donné dans le contexte de la COVID. C'est épouvantable. Plus que ça, ils s'en vont en institution, dans des CHSLD. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des lieux pour donner des services appropriés à des personnes en très, très, très grande perte d'autonomie. Je suis pas contre. Mais avant d'aller là, il y a une pléiade de types de ressources qu'il faut qu'ils soient développés pour permettre aux gens de continuer à vivre d'une façon intégrée. OK. Un autre aspect, on a bien compris, un autre aspect qui me paraît, moi, fondamental, j'ai souvent envie, comme usager moi-même des services de santé ou des services sociaux, j'ai souvent envie de regarder ce qui coûte là-dedans et ma part, puis la part de tous les contribuables, et je me dis, il ne s'agit même pas du ministère de la Santé, il s'agit du ministère des Maladies. Alors, donc c'est un autre aspect, le plus, j'allais dire, le plus agir, le plus en amont possible, y compris par exemple une éducation à l'école alors que les petits bouts de choux ont 10 ans, en leur disant mangez pas n'importe quelle saloperie parce que ça va vous coûter cher pendant toute votre vie par rapport à justement votre équilibre, votre harmonie, votre développement. Autrement dit, la prévention d'abord. Ben oui. Mais vous savez, M. Carrette, de la façon dont on fonctionne au Québec, à bien des endroits aussi dans le monde, on sort les vieux, entre guillemets, de leur milieu pour les envoyer dans des endroits clos. Donc, les jeunes dont vous parlez ne voient plus de vieux. Ils voient que leurs grands-parents. Ouais. OK? On peut le voir. L'éducation, ça passe aussi par le fait de côtoyer des personnes. On apprend à vivre avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle quand ils demeurent nos voisins. Mais quand ils demeuraient en institution, on en avait peur. Les vieux, c'est la même chose. Okay. C'est pour ça qu'il faut, pour réussir, c'est vraiment un projet de société qu'il faut avoir par rapport à l'évolution dans l'âge des besoins des personnes. Et moi, tantôt, je croyais que vous m'ameniez là-dessus. Les personnes de 55 ans et plus là, au Québec, là, ce ne sont pas que des usagers, des consommateurs de services. Hein? C'est des gens, premièrement, on l'a dit, des gens qui ont une éducation, c'est des gens qui participent socialement par du bénévolat, c'est des gens qui paient des impôts, c'est des gens qui vont retirer leur REER. Donc, c'est des gens qui contribuent même à l'économie de la province.
Fait qu'il faut arrêter de voir les personnes de 55 ans et plus comme une charge auquel on a fait face, mais plus voir ça comme une opportunité de développement des collectivités. Ah oui, okay. Moi, c'est ma vision de... Et le résultat de l'enquête nous amène un peu dans ce giron-là de constat de dire on est présent, on est actif, on veut continuer d'être présent, on veut continuer d'être actif. OK. Maintenant, les difficultés. Parce que là, vous avez dit, vous avez fait remonter ça au conseil d'administration. Et là, le conseil d'administration, vous avez été assez gentil pour dire, ils ont travaillé, ils ont fait un tri, ils ont fait une sélection. Bon, et puis ils ont accueilli un premier rapport. Ça va, mais après Ouais. les fameuses tablettes. Hein? Ben, c'est ce que j'allais dire. Vous comprendrez que l'énergie que le comité santé a déployée dans ce travail-là, ce n'est certainement pas pour produire un beau document bien glacé, bien classé. Donc, on a adressé à la QDR directement 7 recommandations qui visent à propager, informer les décideurs, la population, les membres, pour faire en sorte que les recommandations qui sont là-dedans s'actualisent. Et là-dessus, moi, la QDR, c'est important, la QDR nationale. Mais ce qui est important, c'est que les AQDR locales, les sections, prennent les messages, les recommandations qui ont été faites et se les approprient dans leur secteur. Donc, qu'eux-mêmes veillent au grain et revendiquent ou recommandent aux décideurs plus près la mise en place de ces choses-là. Fait qu'il est évident que le comité santé, on a fait le travail de déblayage. Maintenant, on s'attend que l'AQDR nationale prenne le leadership avec les AQDR locales pour propager au niveau des décideurs pour les influencer sur l'organisation future. On a déposé des choses très pragmatiques et pratiques. Pas des choses des nuages, des choses opérationnelles à court terme, particulièrement pour le premier volet qui est de maintenir la qualité de vie de nos membres et d'améliorer les services pendant le temps de la COVID. On a aussi adressé des recommandations qu'on a appelées post-pandémie pour l'amélioration du réseau de la santé, tel que vous en avez parlé tantôt. Donc, des choses qui vont aller toucher l'organisation. Mais dans le temps que le feu est pogné, c'est pas le temps de se questionner sur l'ouvrage de chacun des pompiers. Il faut éteindre le feu. La COVID nous appelle à ça. Le réseau de la santé il est concentré là-dessus maintenant. Par contre, au lendemain de la COVID, il faut commencer à se parler des vraies affaires. OK. Alors, justement, on va terminer là-dessus. Certains disent, et je suis de ceux-là, que la COVID, puisqu'elle a été la révélatrice, elle n'a pas été seulement la révélatrice d'un système de santé pas toujours adapté, pas toujours adéquat, pas toujours bien financé, centralisé, etc. On en a parlé, mais aussi qu'il y avait des causes environnementales aux problèmes de santé, et en particulier qu'un certain type d'agriculture à l'américaine, là vous savez, les moissonneuses-batteuses, il y en a 40 de front et d'immenses champs, et puis c'est l'agriculture industrielle. Alors l'agriculture industrielle, elle a créé en quelque sorte pour les quelques centaines de microbes qui sont en train de nous attaquer, des espèces d'autoroutes qui ont permis à ces microbes, à ces virus, à ces bactéries, de passer de l'autre côté, si j'ose dire, vers le monde animal ordinaire et d'élevage, mettons, et puis ensuite vers nous qui avons attrapé la COVID-19 et qui risquons d'attraper la COVID-20 ou 21. Autrement dit, j'aimerais terminer sur il y a un lien à faire entre la défense, comme on dit, ou la protection de l'environnement et la protection et la défense de la santé, tout simplement. Écoutez,
est petite, notre Terre. Hein? Oui. Bien, petite. Et il y a beaucoup de monde sur notre Terre. Il y a des défis immenses à relever. Tu sais, les 40 maçonneuses-batteuses, c'est aussi pour nourrir Oui. toute la population. Quoi qu'on divise mal les produits, il y en a qui meurent de faim aussi. Ce que vous soulevez, là, c'est des éléments essentiels. Et je ne sais pas comment on peut s'attaquer à ça globalement, autrement qu'en nommant à la tête de nos gouvernements des gens qui ne font pas que regarder les 4 années de mandat qu'ils ont en avant d'eux autres, mais qui regardent les 4 années de leur mandat en lien avec les 500 ans de l'histoire qui vont se créer après leur passage. Mais ça, je vous avoue que c'est vous nous amenez à ce questionnement-là dans une dimension qui, pour moi, me dépasse. OK. Mais ce sera peut-être une des prochaines étapes de votre travail collectif. En tout cas, on va suivre ça de très près. On va notamment suivre déjà que le premier échelon, le conseil d'administration et les sections locales, se remuent et fassent un travail de réflexion militante, on va dire, et fassent les pressions nécessaires auprès des décideurs qui les entourent. Alors, merci beaucoup, M. Lampron. Ça a été très, très passionnant. Je n'ai pas vu le temps passer et je suppose que nos auditeurs ou nos téléspectateurs vont se réjouir d'avoir fait votre connaissance et d'avoir pris connaissance de l'immense travail que vous avez fait. Merci beaucoup pour la QDR et à donc très bientôt. On reprendra cette conversation à la fin de la prochaine étape. Merci, M. Lampron. Excellent. Merci. Bonjour. Au revoir. La QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.